Très bien, les amis. Bon mardi à tous. Et il semble que Brigitte Macron veuille se venger. Je vous le dis, Brigitte ne peut pas s'arrêter. Elle ne s'arrêtera pas. Incroyable. Je viens d'apprendre que Xavier Poussard, le journaliste avec qui j'ai travaillé sur toute la série Becoming Brigitte, a maintenant été convoqué par la police italienne. Oui, je vais tout vous raconter à ce sujet. Et vous savez à quoi je pensais? Je me disais, ce serait génial si Bill Gates créait un produit chimique qu'on pourrait pulvériser sur tous nos aliments bio, non? Ouais, non, en fait, personne n'a jamais pensé à ça. Personne n'a jamais dit ça. C'est pourquoi Michelle Pfeiffer, l'actrice, est sortie de nulle part pour alerter le public sur le fait que c'est peut-être ce que Bill Gates est en train de faire. Donc, je vais vous en parler. Et enfin, si vous ne l'avez pas entendu, Elmo est antisémite. Ouais, je ne sais pas comment vous l'annoncer autrement, mais c'est vrai. Le compte officiel Elmo X aurait été piraté et il aurait eu quelques mots bien choisis pour Israël et Trump. Alors parlons-en. Bienvenue à nouveau sur Candace. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que les choses atteignent un point de rupture partout, vraiment partout dans le monde. Il y a comme un immense bouleversement. Évidemment, grosse victoire la semaine dernière. Je suis tellement ravie d'apprendre que Natasha Ray et Amandine Roy, après des années de harcèlement par Brigitte, ont été déclarées non coupables. La condamnation pour diffamation a été annulée. Et je vous ai expliqué que Brigitte est bouleversée par cela. Elle est bouleversée pour de nombreuses raisons, mais elle n'abandonne pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais tout au long de cette affaire portée devant la cour d'appel, Xavier Poussard et moi-même avons été mentionnés par le juge-président qui posait des questions à l'avocat de Brigitte. L'avocat de Brigitte, d'ailleurs, c'est Jean Enoki. Je ne considère pas Jean Enoki comme une personne très honnête, et ce, pour de nombreuses raisons. Mais le juge lui a demandé franchement, écoutez, si vous essayez de dire que Natasha Ray ne dit pas la vérité, que cela pourrait potentiellement être de la diffamation, pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas poursuivi, ou si vous avez poursuivi Candace Owens ou Xavier Poussard? Et Jean Enoki a répondu qu'il n'était pas au courant de l'existence ou non de procédures judiciaires engagées contre moi et ou Xavier. Et franchement, je ne crois pas Jean, et je ne pense pas que le juge croit Jean non plus. Cette réponse, je ne sais pas. Et évidemment, le juge était d'accord avec Natasha Ray, a compris la mesquinerie de cette plainte et a estimé qu'il était peu probable qu'ils engagent une action en justice contre nous. Ainsi, les condamnations contre Natasha et Amandine ont finalement été annulées. Alors, que fait Brigitte à ce sujet? Eh bien, apparemment, Brigitte savait pertinemment qu'ils allaient perdre en cour d'appel. Et elle a maintenant essentiellement changé de stratégie. Plus tôt aujourd'hui, Xavier Poussard, l'auteur avec qui je me suis entretenue pour la série Devenir Brigitte, avec qui j'ai collaboré et qui, je dirais, a effectivement risqué sa vie quand on connaît les histoires en coulisses, expliquant pourquoi lui et sa famille ont décidé de quitter la France alors qu'il menait cette enquête pendant des années sur qui ou ce qu'est Brigitte. Vous savez, une fois qu'il est arrivé là-bas avec sa famille, il pensait essentiellement qu'ils auraient le filet de sécurité d'être en Italie, mais apparemment ce n'est pas le cas, car elle traque férocement tous ceux qui ont partagé cette histoire, moi y compris. Et plus tôt aujourd'hui, il a découvert qu'il était convoqué par la police italienne. Alors, pour quelle raison, me demanderez-vous? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ou peut-être que si, vous allez le croire. Cyberharcèlement. Oui, cyberharcèlement. Vous vous dites, Candace, sommes-nous au collège? Oui, apparemment, nous sommes au collège. C'est quelque chose qui existe d'ailleurs en Europe. C'est clairement quelque chose qui existe au Royaume-Uni. On peut se faire arrêter pour des choses très, très étranges. Et l'une de ces choses pour lesquelles on peut être poursuivi, c'est le cyberharcèlement. Et oui, elle a choisi cette voie. Elle s'en prend essentiellement à Xavier Poussard pour cette raison précise. Maintenant, des sources plus informées ont indiqué qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre désespérée que l'équipe de Brigitte a élaborée ensemble. D'accord, donc ils ont décidé que non, qu'ils n'allaient plus attaquer les gens pour diffamation parce que c'est un jeu dangereux. C'est dangereux parce qu'elle serait obligée de fournir des preuves sur qui elle a vraiment été pendant les 30 premières années de sa vie, n'est-ce pas? C'est tout ce que je mentionnais depuis le premier jour. Quand nous avons reçu la lettre d'avocat, j'ai trouvé cela extrêmement obtus. Évidemment, si vous êtes prêt à poursuivre quelqu'un en justice, vous devriez être tout aussi prêt, voire plus encore, à simplement présenter des preuves contraires. Des preuves du contraire.
Oui, me voici. Me voici à travers tous ces albums de fin d'année. Et Brigitte a refusé de le faire encore et encore. Ils ne pensent pas que Brigitte présentera un jour cette preuve. Donc, ils ont maintenant retiré cette option. Ils ne poursuivent plus personne pour diffamation. Ils ont aussi écarté l'idée de poursuivre des gens, ce à quoi ils avaient pensé, sur la base de la transphobie. Oui, apparemment, c'est aussi une option en France. Vous savez, je suppose qu'on pourrait dire que c'est un peu comme aux États-Unis avec le discours de haine, soi-disant discours de haine. Et parfois, le discours de haine peut simplement consister à dire la vérité. Mais elle a aussi décidé de retirer cela de l'agenda, car elle se rend compte de l'évidence. Il faut en quelque sorte être trans pour pouvoir prétendre avoir été affecté par la transphobie, quoi que cela veuille dire. Donc la source indique que son équipe brillante s'est réunie et qu'il lance maintenant une nouvelle initiative contre les journalistes dans le cadre de la loi sur un terrain où ils estiment pouvoir gagner. Et ce terrain légal, c'est le cyberharcèlement. Et il vise évidemment l'international. Xavier est contacté par la police italienne. Mais cela permet aussi de mieux comprendre cette lettre vraiment étrange, décousue, que nous avons reçue de l'équipe juridique de Brigitte Macron ici aux États-Unis. La semaine dernière, vous vous souvenez, ils énuméraient toutes ces choses et je me disais, ce n'est pas de la diffamation? Pourquoi gardez-vous simplement une archive de tous mes tweets? Eh bien, c'était intentionnel de leur part. Elles ne pensent plus à la diffamation. Elles pensent au cyberharcèlement et je suis toujours sur sa liste. Encore une fois, je pense clairement qu'elle ne comprend absolument pas la liberté d'expression en Amérique et ce que cela signifie, mais c'est la direction qu'ils prennent parce qu'ils réorientent leur stratégie. Et voici autre chose qui était vraiment intéressant. Cependant, cela vient tout juste d'être rapporté dans le Nouvel ABS, qui est très lu en France. C'est une information de dernière minute aujourd'hui. Selon les informations, Brigitte refuse ou a refusé de se soumettre à une évaluation psychiatrique obligatoire pour prouver qu'elle a effectivement été victime de cyberharcèlement, qu'elle a subi ou enduré un préjudice à cause du cyberharcèlement. C'est en fait une exigence réelle de le faire. Je vais vous montrer le tweet de Xavier Pouzard, publié plus tôt aujourd'hui, qui explique cela. Il a tweeté « Dernière minute, Brigitte Macron refuse un examen psychiatrique ». L'épouse du président Emmanuel Macron, qui vient de perdre le procès en diffamation qu'elle avait intenté contre Natacha Ray et Amandine Roy, essaie maintenant de faire condamner des influenceurs et de simples citoyens français pour cyberharcèlement parce qu'ils ont remis en question son passé et son sexe à la naissance. Cependant, comme l'a révélé le Nouvel Obs, Brigitte Macron a refusé de se soumettre à l'examen psychiatrique requis dans ce type de procédure. On peut lire dans cet article que, pour être légalement reconnu, le cyberharcèlement doit avoir provoqué une altération de la santé mentale de la personne visée. Selon nos sources, la première dame a refusé une expertise psychiatrique qui aurait pu évaluer son état. Pourtant, en présence du commissaire divisionnaire, c'est-à-dire le chef de la police, qui s'est exceptionnellement rendu au palais de l'Élysée pour recueillir son témoignage, elle a mentionné qu'à l'étranger, tous les conjoints des chefs d'État ou de gouvernement sont au courant de la rumeur. Et donc, essentiellement, lorsque nous voyons Brigitte descendre de ses avions et que Brigitte est de plus en plus en colère en descendant de ses avions et qu'elle frappe du poing, c'est parce qu'elle sait que tout le monde est au courant. Et cela lui cause une souffrance mentale, une angoisse et de l'anxiété, bien plus que d'essayer réellement de mener tout cela à bien, comme de tenter de réussir cela grâce à ses puissantes connexions avec l'élite. Le simple fait d'être trans et de porter une perruque ridicule, j'aimerais le préciser, chaque jour, de se travestir en femme. Oui, cela n'a pas du tout troublé ou angoissé Brigitte, car elle pensait « Oh, nous avons le pouvoir de réussir cela ». Et maintenant que tout est en train de s'effondrer, Brigitte se dit « Non, 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 ce n'est pas acceptable ». Parce que je pense que tout le monde, quand ils se rencontrent, font ce truc, vous savez, en essayant de regarder comme s'ils voulaient voir en dessous et voir des choses, et ça bouleverse Brigitte. Il y a une question plus importante qui se pose ici, n'est-ce pas? La vraie question c'est, pourquoi Brigitte et Emmanuel continuent-ils sur cette voie? Ils ont maintenant perdu sur le plan légal et il n'y a aucun moyen de remettre le génie dans la bouteille. Les gens ne vont pas arrêter de parler de ça. En fait, plus ils multiplient ces coups d'éclat, plus ils prennent l'avion pour les États-Unis et demandent une audience avec le président des États-Unis pour dire « Et contactez Candace Owens » et faites la taire. Plus le monde prend conscience qu'il se passe quelque chose de sinistre.
Mais cela aurait pu être évité. Ils auraient pu ignorer tout ça. Le livre était terminé. La série était la première série. La première partie de la série était faite. Les gens savaient déjà. C'est comme un feu sur lequel ils continuent de jeter de l'essence, mais il faut se demander pourquoi. Encore une fois, personne ne va dire « peu importe » et oublier tout ça. Je pense que la réponse, c'est que nous sommes tombés sur quelque chose de bien plus grand que les organes génitaux de Brigitte. Je dois le dire. Et ils ont besoin que l'enquête mondiale s'arrête parce que Brigitte n'est qu'une personne dans cette tapisserie de tromperies, de mensonges et, pour être franc, de mal. Paris est un endroit très intéressant. C'est un centre du mal. C'est en quelque sorte le berceau du soi-disant monde moderne, n'est-ce pas? Le monde qui a existé après la Révolution française, la déviance sexuelle, l'occultisme. D'une manière ou d'une autre, chaque fois que j'enquête sur quelqu'un, je me retrouve ramené en France. Si vous faites partie du club de lecture, vous savez que nous avons beaucoup parlé d'Aleister Crowley, le magicien sexuel, l'occultisme, comment il était ami avec toutes les élites. Eh bien, il a vécu à Paris. Il a vécu à Paris pendant 26 ans. Il considérait Paris comme chez lui. Brigitte Macron, André Gide, le pédéraste autoproclamé qu'Emmanuel Macron s'est battu pour inclure dans son portrait présidentiel son petit clin d'œil. Oui, on l'a fait. On a réussi jusqu'à ce que, vous savez, Xavier Poussard et Candace Owens fassent équipe. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Que se passe-t-il en France? Et quelles sont les implications pour le reste du monde? Et je vais vous dire ceci. Évidemment, nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Nous vous présentons une nouvelle série. Elle mettra en avant Epstein et Brigitte. Et cela fait des années que je fais des recherches et que je lis sur ce sujet. Mais je peux vous l'affirmer de façon définitive et ça va sembler fou. Ça va paraître aussi fou que lorsque j'ai dit pour la première fois que Brigitte Macron était née homme. Tout le monde a réagi. Quoi? C'est insensé. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Je vais vous dire tout de suite que toutes ces enquêtes m'ont amené à croire, et nous en viendrons aussi à Epstein, que, avant tout, le monde est en réalité une scène. Vous voyez des acteurs et des actrices qui jouent le rôle de dirigeants. Et nous sommes des participants involontaires. C'est une scène. Je peux vous dire que je crois fermement que l'élite pratique. Rituel. Et si vous faisiez une étude de base d'Aleister Crowley, si vous lisiez le livre Chaos, si vous commenciez à rassembler les pièces du puzzle, vous vous rendriez compte très vite. D'accord. En quoi croit-il? Cet homme a reçu en audience des présidents et des membres de l'élite. Il était, soit dit en passant, ami avec André Gide. Il pratiquait la magie en Algérie. Oh, Algérie. Ouais, c'est bien ça. Pour pouvoir être véritablement initié à sa secte, il fallait vraiment, si je comprends bien, se rendre en Algérie, n'est-ce pas? C'est intéressant. C'est à peu près là que Jean-Michel Trognot a cessé d'exister. L'Algérie a joué un rôle très important dans l'histoire si vous suivez la série Becoming Brigitte. Il y a quelque chose de particulier en Algérie, André Gide en Algérie. Nous savons ce qu'ils font là-bas. Mais les pratiques initiatiques d'Aleister Crowley et des élites, oui, je vous le dis, cette idée de magie sexuelle est bel et bien une chose réelle à laquelle ils croient. Les mêmes personnes, c'est une autre chose que je dirais, les mêmes personnes, les mêmes familles, sont au pouvoir depuis extraordinairement longtemps. Et je vous dirais que l'armée est aussi fortement impliquée. C'est un aspect que l'on retrouve systématiquement dans le chaos. En parlant d'un livre que nous avons lu dans le club de lecture, Hollywood Babylone, cette idée du culte de l'armée était un véritable élément de tout cela, jusque dans les plus hauts rangs de l'armée. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'il y a une théologie directrice derrière tout cela. Et c'est une théologie troublante. Et maintenant, je comprends ce que mon mari voulait dire quand il disait « Candice, tout est théologie ». Je trouvais ça tellement étrange quand j'ai rencontré mon mari et que je lui ai demandé « Qu'as-tu étudié à l'université ?» Et au Royaume-Uni, ils appellent ça l'université. Et ils ne disent pas qu'ils se spécialisent dans une matière, mais mon mari a étudié la théologie. Et je me suis dit, quelle matière intéressante! Pourquoi la théologie? Pourquoi choisirais-tu la théologie? C'était vraiment une question très moldue de ma part, je dois l'admettre. Et sa réponse était juste, parce que tout est guidé par la théologie d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne penses pas être guidé par une théologie, alors tu es définitivement guidé par la théologie de quelqu'un d'autre. Et à mes yeux, il ne fait aucun doute qu'ils considèrent ce qu'ils font comme une forme de religion, n'est-ce pas? Que le fait de mettre Brigitte Macron au palais de l'Élysée représentait quelque chose pour eux, quelque chose de troublant.
Parce que ce n'est pas une histoire ordinaire. Ce n'est pas simplement « Oh, pourquoi quelqu'un ne pourrait-il pas simplement être transgenre ?» Non, la vraie question c'est pourquoi. La question plus large est pourquoi. Pourquoi toutes les élites du monde entier, toutes les publications, les personnes de pouvoir, conspirent-elles pour manipuler l'opinion publique à propos de Brigitte? Pourquoi ont-ils voulu la mettre en tant que première dame de France? Que représentait ce geste pour eux, symboliquement, spirituellement? Ce sont le genre de questions que vous allez commencer à vous poser alors que nous commençons à décortiquer cette série, et vous allez commencer à vous en rendre compte. Le symbolisme a de l'importance. Les icônes que ces personnes utilisent comptent, n'est-ce pas? Cela va nous ramener jusqu'à l'Égypte. Cela va nous ramener jusqu'au roi Salomon. Midas, les choses que j'ai recherchées et sur lesquelles je me suis vraiment posé des questions. Donc, je vous le dis, vos esprits vont être complètement bouleversés lorsque nous allons plonger dans l'affaire Epstein, relier les points avec Aleister Crowley et Brigitte et commencer à rafraîchir votre mémoire. Si vous êtes quelqu'un qui ne fréquente pas activement l'Église et que vous n'avez peut-être pas ouvert une Bible depuis un moment, vous allez vraiment vous intéresser à la théologie, à la mythologie grecque, à l'Égypte, à tout cela. Quoi qu'il en soit, l'affaire Jeffrey Epstein, je peux vous dire qu'à première vue, elle représente une menace pour cet établissement. C'est le point central de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde moderne. Et ils ont vraiment désespérément besoin que nous arrêtions d'en parler, car cela représenterait une déconstruction. C'est précisément pour cela que nous n'allons pas arrêter de parler de l'affaire Epstein, parce que je pense que nous devrions être les auteurs de cette déconstruction. Et je vais m'arrêter là avant de vous en dire plus. Autre chose d'assez intéressante concernant Trump aujourd'hui, ou plutôt il y a 2 jours, c'était l'anniversaire des tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Le monde entier a regardé cela. Curieusement, les caméras de CNN étaient présentes. Elles ne le suivaient pas habituellement, mais elles voulaient s'assurer que tout le monde voit ce qui se passait sur scène. Pourquoi cela? Où en est-on dans cette enquête? Parlons-en. Mais d'abord, je vais vous parler de Goldco. Ces 4 dernières années, nous avons traversé des moments difficiles. Inflation galopante, dette nationale en hausse, volatilité des marchés, guerre, faillite bancaire, et nos systèmes financiers ne sont plus dignes de confiance. C'est pourquoi les Américains choisissent l'or. L'or est réel, tangible, et conserve sa valeur depuis des millénaires. Contrairement à la bourse ou aux devises, l'or ne disparaît pas quand les politiciens prennent de mauvaises décisions, ce qui arrive souvent ces temps-ci. Compagnie d'or, ce sont les experts pour protéger votre retraite avec les métaux précieux. Si vous craignez l'inflation, les dépenses publiques ou cherchez la tranquillité d'esprit, Goldco peut rendre cela facile. Voici quoi faire. C'est très facile. Allez sur CandiceLikesGold.com pour recevoir gratuitement votre kit or et argent 2025 et vous découvrirez comment obtenir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise, protégez votre avenir dès aujourd'hui sur CandiceLikesGold.com. Vous allez aimer le nom de ce beef jerky. Ça s'appelle For the Boys Beef Jerky. Oui, c'est moi qui vous le vends. Pour les garçons, du bœuf séché. Je ne perds pas mon temps avec des produits de mauvaise qualité. Les garçons ne mangent pas de viande séchée ordinaire. C'est de la viande séchée de qualité, faite avec de la poitrine de bœuf fumée lentement. Ce n'est pas de la viande douteuse. Pas d'agent de remplissage ni d'ingrédients artificiels, juste du bœuf savoureux, riche en protéines, au vrai goût de viande. For the Boys est une production familiale en petite quantité. Leur saveur carne asada est vraiment ma préférée. Elle regorge de saveurs audacieuses et relevées qui font mouche à chaque fois. Que je sois en déplacement, au studio ou que j'ai besoin d'une collation saine et riche en protéines pour tenir la journée, ils proposent des saveurs originales comme poivre à l'ail atomique ou teriyaki à l'orange. Mais la carne asada est la préférée pour moi et mon équipe. En ce moment, si vous allez sur fourthboysbeefjerky.com, vous aurez la livraison gratuite et un cadeau avec votre commande. Mais c'est seulement pour une durée limitée. Rendez-vous sur fourthboysbeefjerky.com. Pas de chichi, pas de raccourci, juste du bœuf fait comme il faut. Encore une fois, c'est fourthboysbeefjerky.com. Je pense que c'est aussi pour les filles. Mais qu'est-ce que j'en sais? Très bien, les amis. Alors, c'est intéressant. Nous sommes à l'anniversaire d'1 an de ce qui aurait dû être, si ce n'était pas pour ce qui ressemblait à une intervention divine, l'assassinat de Donald Trump. Et il y avait beaucoup de questions que nous nous posions. Les théoriciens du complot trouvent très étrange qu'il y ait eu une présence médiatique aussi importante ce jour-là. Mais si on revient en arrière, ils disent « Oh, eh bien, c'est parce qu'ils pensaient qu'il allait annoncer qui il choisirait.
pour être son colistier à la vice-présidence. C'est donc pour cela que tout le monde était au premier plan, prêt à capturer ce moment. Mais ce qui est encore plus curieux que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le fait que nous n'ayons toujours aucune réponse. D'accord. Le président Trump a failli être assassiné sur scène et, à ce moment-là, nous ne savons pratiquement rien sur la famille qui l'a élevé. Ne penseriez-vous pas que nous voudrions tout apprendre de façon obsessionnelle? Chaque élément de cette histoire. Au lieu de cela, on a plutôt l'impression que tout a été instantanément effacé de la mémoire collective. Et encore une fois, il y avait beaucoup de questions intéressantes. Ainsi, Laura Trump, qui est mariée à Eric Trump, le fils de Donald, s'est entretenue avec Benny Johnson, qui a commencé à lui poser certaines de ses questions au sujet de Matthew Thomas Crooks. Et voici ce que Laura Trump avait à dire sur la perspective de Trump concernant le fait qu'il ait en quelque sorte laissé cette histoire de côté. Écoutez bien. Nous ne savons absolument rien. Nous n'avons jamais vu aucun des... Écoutez, chaque personne a des relevés de téléphone portable. Chaque personne a des relevés d'email. Nous n'avons rien vu. Étant donné que vous êtes un membre direct de la famille, vous a-t-on informé à ce sujet? Est-ce que quelqu'un vous a briefé sur qui était Matthew Thomas Crooks? Quelles étaient ses motivations? Avec qui il communiquait ce jour-là? Parce que nous voyons des photos prises par les services secrets de lui au téléphone. Il appelle quelqu'un, Laura. Est-ce qu'on sait qui l'a appelé? Je n'ai aucune de ces informations. Et je trouve cela intéressant, vous savez. Voici la photo, au fait. Connaissant mon beau-père depuis aussi longtemps, environ 17 ans maintenant, la façon dont il fonctionne, d'après ce que je comprends, c'est que chaque fois qu'il y a une situation comme celle-ci, très difficile à traverser, c'est évidemment traumatisant. Je pense qu'il met tout ça dans une boîte et l'arrange, et il ne veut pas y penser. Tu l'as un peu vu, Benny, dans beaucoup de ses interviews où les gens lui posent des questions précises sur, tu sais, le 13 juillet de l'année dernière. Il dit, tu sais, j'essaye de ne pas y penser. Il a dit dans l'interview avec moi que, tu sais, on met sa vie en danger quand on est un cavalier de taureau. Tu sais, 1/10 de 1% des cavaliers de taureau sont tués. 1% de 1% des pilotes de course sont tués. 5% des présidents sont tués. Donc, il connaît les risques et il sait que c'était un moment qui a changé sa vie, un moment où les choses auraient pu tourner au pire. Mais je pense qu'il met tout ça dans une boîte et qu'il l'arrange. Et c'est comme ça qu'il arrive à se concentrer sur la reconquête de ce pays, à s'assurer que nous allons dans la bonne direction et à corriger toutes les erreurs qui ont eu lieu au cours des 4 dernières années, etc. Il ne peut pas se concentrer là-dessus. Et donc, il m'a dit qu'il était satisfait des informations qu'il avait reçues. Mais d'une certaine manière, je pense presque qu'il ne veut même pas en parler. Peut-être qu'il ne veut pas en savoir plus parce que c'est sa façon à lui de gérer et de traiter les choses. Donc non, aucun d'entre nous dans la famille n'a été informé à ce sujet. Je ne sais pas. Je n'ai évidemment pas plus d'informations sur l'individu qui a tenté de l'assassiner. Il y a une personne qui est encore en vie et qui a essayé de le tuer. Et je pense que nous allons voir cet homme au tribunal en septembre, je crois, en Floride. Donc, peut-être qu'on pourra obtenir des informations de ce type. Malheureusement, les escrocs, nous n'allons pas obtenir grand-chose. J'ai des questions de suivi. Tout d'abord, je veux dire ceci. J'aime bien Lara Trump. Elle est vraiment adorable. Elle travaille très dur et c'est une très bonne personne. Je n'accepte pas les mots et les phrases qui sortent de sa bouche et je vais vous expliquer pourquoi. Si quelqu'un essayait de tuer votre père, quelqu'un essayait de tuer un de vos proches, quelqu'un essayait de tuer votre mari, vous feriez pratiquement tout pour découvrir tout ce que vous pourriez sur cette personne. Maintenant, elle dit que Trump met un terme à cela. C'est tout à fait crédible. Je ne suis pas en train de suggérer que Trump devrait se complaire là-dedans, continuer à en parler et à évoquer le traumatisme d'y avoir survécu. Mais il y a une considération plus large ici, à savoir qu'il est président des États-Unis et que quelqu'un a essayé d'empêcher cela d'arriver. Donc, ces cicatrices émotionnelles ne me concernent pas vraiment, mais les cicatrices concrètes sur la nation, comme la question pratique des discussions que nous devrions avoir sur notre sécurité nationale, le fait que quelqu'un ait réussi à passer et ait tenté de le tuer en direct à la télévision, c'est plus grand que lui. C'est plus grand que n'importe quel président. C'est comme demander pourquoi il est encore pertinent de savoir qui a tué JFK. Il sera toujours pertinent de savoir qui a tiré et tué JFK. Et il est donc tout aussi pertinent que quelqu'un ait tenté de tuer Trump, et nous n'avons aucune réponse. Je veux dire, Benny pose une question très importante ici. Nous savons qu'il était au téléphone juste avant le moment fatidique.
Pourquoi pensez-vous que le public n'a pas été informé de l'identité exacte de la personne avec qui Matt était au téléphone? Je veux dire, Matthew Crooks était au téléphone avec. Cela ne serait-il pas une information pertinente, une pièce du puzzle, alors qu'il a grimpé et a réussi à monter sur un toit pour tirer sur le président Trump? Qui était la dernière personne à qui il a parlé? Si ce n'était pas important, s'il avait simplement appelé sa mère, on nous l'aurait dit. Mais ils retiennent cette information et nous disent plutôt de passer à autre chose. Quelles en sont les implications? Je vais vous dire qui se trompe sur les implications. Laura Loomer a dit, eh bien, c'est évidemment l'Iran. L'État a dit que c'était l'Iran. Laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite. Si c'était l'Iran, ils auraient rendu ces appels téléphoniques publics et auraient annoncé ce fait lorsqu'ils ont pris la décision d'aller bombarder Fordow et de fournir des bombardiers B-6 pour soutenir Israël dans cette initiative. C'était ça, protéger Israël. Ils l'auraient rendu public. Bibi Netanyahou l'aurait dit. Juste pour que vous le sachiez, nous savons avec certitude que Matthew Crooks travaillait avec l'Iran. Et il aurait eu l'air ridicule s'il avait dit ça. Il avait l'air de mentir, mais il ment tellement souvent. Il a souvent l'air ridicule, alors pourquoi ne pas ajouter ça à la liste? Ils ne l'ont pas fait. Donc ce n'est pas le Moyen-Orient, ce n'est pas l'Iran. Avec qui était-il au téléphone? L'hésitation de Trump à en parler n'est pas sans rappeler son hésitation à parler de Jeffrey Epstein. Et si l'on regarde en arrière, il semble que ce domaine, son malaise à en discuter, tout cela pourrait être lié. Et j'ai vraiment demandé à mon équipe, sincèrement, j'ai demandé à Mark, j'ai dit « Mark, pourquoi Trump ne fait-il pas ça? Donne-moi vraiment une raison, parce que je n'arrive pas à comprendre Trump en ce moment. Je veux comprendre pourquoi il ne publierait pas les dossiers Epstein, pourquoi il ne nous dirait pas avec qui Matthew Crooks était au téléphone. » Quelle est la réponse pratique à cela? Et Mark a en fait quelque chose que je pense être correct. Il a dit qu'il est probable qu'il en soit arrivé à penser que le public ne peut pas supporter la vérité, que nous ne pouvons pas la supporter, que cela détruirait tout. Parce que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez vraiment? Et je laisse cette question ouverte. Si Trump montait sur scène et disait « En fait, le monde entier est une scène. Rien n'est réel. Vos libertés ne sont pas réelles. Vous avez été asservis par des mensonges. Et là, il y a un gouvernement mondial qui contrôle tout. Nous contrôlons les médias. Nous contrôlons les manuels scolaires. Et vous êtes essentiellement juste un patient dans une expérience MKUltra qui dure depuis très longtemps. Oh, et aussi, les élites vénèrent Satan. Et oui, ils contrôlent le trafic d'êtres humains. Que feriez-vous? Littéralement, que feriez-vous la minute suivante s'il passait à la télévision et disait tout cela? Si n'importe quel président passait à la télévision et disait tout cela, c'est une question. Je veux juste croire que c'est une question. Et cela se produit naturellement, qu'ils le disent ou non. Nous reconnaissons que quelque chose a mal tourné à tous les niveaux. Nous nous rendons compte que ces gens ne nous rendent pas plus sains, que ce soit avec les vaccins. C'est pour votre santé. Le gouvernement veut aider. Non, le gouvernement ne veut pas aider. Non, Bill Gates n'est pas un homme bien. Non. Si vous êtes abonné à A Shot in the Dark, ma série sur l'histoire des vaccins, c'est terrifiant. Quand on aborde la contraception, on commence à parler de Bill Gates et de son initiative en Afrique. Je sais que beaucoup de personnes d'Afrique regardent cette émission. Mon Dieu, ce qu'ils essayaient de dire au public, eh bien oui, ça rendait les gens infertiles. C'est le genre de choses qu'ils expérimentaient sur des personnes qui étaient dans des asiles psychiatriques, des femmes qui étaient dans des asiles psychiatriques, parce qu'elles étaient peut-être conscientes d'une partie du mal qui se produisait à cette époque. Je veux dire, c'est sombre. C'est vraiment sombre, ce qui se passe. Et seule la vérité, vraiment, sans vouloir paraître cliché, mais c'est vraiment seulement la vérité qui pourra nous libérer de ce qui se passe. C'est pourquoi j'adore cette histoire suivante. Michelle Pfeiffer, sortie de nulle part, est arrivée de façon fracassante et a attaqué Bill Gates. C'est incroyable. Et elle nous a fait prendre conscience de quelque chose dont je n'étais pas au courant. Donc, elle lance cette attaque contre lui et dit qu'il va contaminer l'approvisionnement alimentaire des États-Unis. Je n'avais absolument pas entendu parler de ça. Elle s'est rendue sur Instagram jeudi pour essentiellement exprimer aux gens qu'elle était inquiète parce que la FDA venait tout juste d'approuver Appeal. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est Appeal. Et elle, je vous montre simplement sa publication Instagram. Il est écrit « Appeal, un enrobage comestible à base de plantes, conçu essentiellement pour prolonger la durée de conservation des fruits et légumes frais. Cela vient tout juste d'être approuvé. »
Et maintenant, même si vous achetez des produits bio, c'est acceptable s'ils ont un enrobage d'Appeal dessus. Faites-vous confiance à Bill Gates. Et donc, Bill Gates, d'ailleurs, ils sont sortis en disant « Nous n'avons rien à voir avec Appeal ». Si, ils en ont à voir. Ils ont constitué le capital initial de l'entreprise. Initialement, la fondation Bill et Melinda Gates a accordé une subvention de 100 000 $ en 2012 à l'entrepreneur James Rogers pour développer ce produit. Que fait Bill Gates, soi-disant cadre de Microsoft, au sujet des vaccins? Bon, il est obsédé par l'idée d'introduire des produits chimiques dans notre corps. Voilà la véritable nature de Bill Gates. Et il semble qu'il ne reculera devant rien. Bill Gates me donne la chair de poule. J'ai hâte d'en arriver à lui et de parler de lui et d'Epstein quand nous poursuivrons notre série. Des gens qui, traditionnellement, n'ont jamais voulu t'aider et sont prêts à mentir, et qui ont le pouvoir de faire mentir les médias en leur nom. Et c'est essentiellement ce qu'ils font avec Michelle Pfeiffer en ce moment. Ils essaient de la manipuler comme si, ah oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Bill Gates a été ce capital de départ pour eux. Le capital risqueur Andreessen Horowitz est aussi derrière tout ça. Et tu devrais absolument t'inquiéter de ce qu'il y a dans notre eau et dans notre nourriture, parce que tu n'es pas un complotiste de reconnaître qu'il nous empoisonne depuis longtemps. Il nous empoisonne, tout simplement. Qu'est-ce que Monsanto? Pourquoi certains produits et certaines substances chimiques autorisées dans la nourriture en Amérique sont-ils interdits dès qu'on va en Europe? Qu'est-ce que l'Amérique? L'Amérique est une colonie où nous sommes simplement des cobayes pour toutes sortes d'expériences psychologiques, physiques, parce qu'il y a des gens malades et mauvais dans le monde. Et je crois, comme je l'ai déjà dit, tu peux ajouter ça à la liste des théories du complot dont je parle dans l'émission, que ces gens veulent réduire la population. Ils ne veulent pas qu'on ait des enfants. Ils sont derrière le mouvement féministe, les origines du mouvement féministe. Ce sont les mêmes personnes. Ils sont dans notre nourriture, ils sont dans nos médicaments. Et le monde, l'Amérique en particulier, n'est pas en meilleure santé aujourd'hui qu'il ne l'était avant que Big Pharma ne commence à tout contrôler et à exiger l'accès à nos enfants, à exiger des états d'urgence pour pouvoir accéder à nos corps. Heureusement, je pense que de plus en plus de gens s'en rendent compte, et vous devriez l'être, mais faites attention à Appeal et sachez que ce que Michelle Pfeiffer vient de faire est incroyablement héroïque. Bon, les gars, il faut que je vous dise ça au cas où vous l'auriez raté, parce que c'est très drôle, parce que tout le monde est antisémite, et tout l'Est aussi. La semaine dernière, il y a eu 2 scandales. Tout d'abord, Grok, le robot IA ou le machin-chose. Je décrirais Grok, je pense, assez justement comme un machin-chose. A dû être mis hors ligne parce que les gens ont commencé à lui poser des questions et il est devenu super antisémite. Il a commencé à répandre les pires théories du complot sur Israël et à dire que, genre, les Juifs contrôlent le monde. C'était fou. Puis, comme si ça ne suffisait pas, Elmo, oui, c'est Elmo, votre ami Elmo, apparemment, il a passé beaucoup trop de temps avec Miss Rachel, qui a elle aussi été qualifiée d'antisémite parce qu'elle ne déteste pas les enfants palestiniens. Il est devenu fou sur Twitter. Ils disent qu'il a été piraté. Voici le titre de CBS. L'ancien compte d'Elmo, piraté, diffuse des messages antisémites aux propos répugnants. Et oui, il l'a pris. Il s'en est vraiment pris à Trump et a essentiellement déclaré que Trump était contrôlé par Bibi Netanyahou, tenant des propos terriblement antisémites. Mais je vais passer directement à Vinny, qui est un humoriste qui travaille sur ce qui est le... Comment s'appelle leur podcast? Le podcast Valuetainment. Mais quel est le nom du podcast en question? Oui, c'est juste le podcast PBD, n'est-ce pas? Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de nom. Oui, le podcast Valuetainment PBD de Patrick Beck-David. Voici ce que Vinny a dit. Elmo, la raison de ta présence ici n'est un secret pour personne. D'accord? Hier soir, sur X, vous vous êtes lancé dans une diatribe contre les Juifs, le président Trump et Jeffrey Epstein. Elmo était en colère. Si tu le dis. D'accord, mais Cookie Monster était ici plus tôt. Et il a dit qu'il était avec toi quand tu postais ces trucs sur X. Oh, et au fait, l'adresse IP, c'est la tienne. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas faire confiance à ce junkie. Bon, écoute, je dois demander... Regarde-moi, tu as bu quoi hier soir? Elmo a bu un verre de chardonnay. Un verre? D'accord, très bien. C'était une bouteille. Mais c'est un dimanche soir normal pour Elmo. Et laisse-moi deviner.
Tu regardais du contenu de Nick Fuentes et Dan Bilzerian, c'est ça? Oui, mais Mais rien du tout, d'accord? Tu as tweeté « Donald Trump est la marionnette de Netanyahou parce qu'il est dans les dossiers Epstein et que les Juifs contrôlent le monde. écoute, Elmo s'y connaît en marionnette. Et Bibi a sa main tellement loin dans le cul de Trump. » Oh, Elmo! Non, vous vous en prenez à Elmo en particulier. Snuffleupagus consomme de la cocaïne depuis 20 ans. Et Big Bird utilise régulièrement le mot en haine, et vous ne faites rien. Calme-toi, Elmo! Très bien, arrêtez. Écoutez, si le fait de remarquer des schémas et de relier les points fait de moi un antisémite, alors, ouah, coupable, comme on me l'a reproché. Elmo, arrête. Bon, ça suffit maintenant. Et je déteste devoir faire ça, mais ce matin, j'ai reçu un colis. D'accord. Et dans le colis, il y avait une vidéo avec un mot attaché. Et la vidéo montre quelqu'un qui te ressemble exactement en train de traîner avec des marionnettes mineures. Oh, et devine quoi? Le mot disait « Dis à Elmo de reculer immédiatement. Nous souhaitons également qu'il fasse une tournée d'excuses à Jérusalem. Et peut-être même qu'il embrasse le mur. Je serai dans le... Ok, que j'aille à Jérusalem. Très bien. Regardez ça. Regardez ça. Qui c'est? Elmo de character. 3 et 1. moitié. Qui c'est? Ce n'est pas le cas. Ok. Ça pourrait être n'importe qui. Elmo, ça pourrait être n'importe qui. Elmo? C'est toi. Oh, Ouais. Eh bien, j'imagine que vous verrez Elmo à son retour de Jérusalem. Mazel Tov. Les Juifs même, s'il vous plaît, ne divulguez pas cette partie de moi. Je déteste à quel point c'est exact que tous ceux qui se retrouvent impliqués dans un scandale d'antisémitisme doivent aller à Jérusalem, poser la main sur ce mur et mettre une kippa pour retrouver leur vie, ou alors aller en Pologne, visiter le musée d'Auschwitz et laisser nos photographes vous prendre en photo. C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. C'est juste un truc bizarre. C'est tellement bizarre. Je n'y arrive pas, je ne trouve pas d'autres adjectifs pour décrire ça, à part que moi, je ne ferais jamais ça. C'est pour ça que tu as pris une photo avec moi. Comme si tu envoyais, je ne sais pas, des informations à quelqu'un d'autre dans le groupe. Comme si tu disais, celui-là, je le gère, il y a quelque chose là-dedans qui ne me plaît pas. J'ai juste l'impression que c'est, je ne sais pas, on dirait vraiment un truc de gang du genre, celui-là, c'est bon, je l'ai. Celui-là, la menace a été neutralisée. Photo de cette personne ici. Je n'aime pas ça. Bref, je vais passer à quelques-uns de vos commentaires ici. D'abord, je vais vous rappeler PDS Dept, à ne pas confondre avec le podcast PBD, sur lequel, pour une raison quelconque, j'avais un trou de mémoire. Je pensais que ça s'appelait The Home Team, mais en fait, c'est juste comme ça qu'il appelle The Home Team quand il fait le podcast. Mais bref, PDS Debt, le système n'est pas cassé, il est truqué. Et si vous êtes enseveli sous les dettes en ce moment, c'est exactement comme ils veulent que ce soit. Parce que vous savez que les grandes banques en profitent quand vous êtes désespéré. Les créanciers gagnent quand nous perdons et vous n'êtes pas obligé de jouer à leur jeu. PDS Debt peut vous aider à reprendre le contrôle. Ils ont aidé des centaines de milliers de personnes à se libérer des cartes de crédit, de prêts et de pièges de taux d'intérêt élevés. C'est votre argent. C'est votre avenir. Il est temps de se battre pour les deux. PDS Debt va au-delà des chiffres pour comprendre votre situation et créer un plan personnalisé pour vous. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils sont là pour vous aider à économiser, à rembourser vos dettes vite et à remettre l'argent dans votre poche. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau. Elle affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et une note 5 étoiles sur Trustpilot. Pourquoi? Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement. Vous êtes à 30 secondes d'être libéré de vos dettes, alors faites votre évaluation et découvrez les meilleures options pour vous sur pdsdebt.com/Candice. Encore une fois, c'est pdsdebt.com/Candice, pdsdebt.com/Candice. Je vous rappelle aussi que si vous êtes propriétaire, vous devez écouter ceci, car quand avez-vous vérifié pour la dernière fois le titre de propriété de votre maison? Le problème, c'est qu'à l'ère de l'IA et du cyberespace, des escrocs volent les titres de propriété et votre capital est leur cible. Des criminels peuvent falsifier votre signature sur un document, utiliser un faux tampon notaire, payer au compté, et voilà. Le titre de propriété de votre maison est transféré. Ensuite, ils prennent des prêts ou vendent votre bien. Vous ne vous en rendrez pas compte avant de recevoir une mise en demeure ou un avis de saisie. Quand avez-vous vérifié votre titre de propriété pour la dernière fois? Parce que si votre réponse est « jamais », il vaudrait mieux faire quelque chose à ce sujet dès maintenant. Je me suis associé à Home Title Lock pour que vous sachiez si vous êtes déjà victime.
Utilisez mon code PROMOCANDACE sur HomeTitleLock.com pour obtenir gratuitement un rapport d'historique de titres et un essai gratuit de leur protection triple verrouillage d'1 million de dollars qui surveille votre titre 24h/24 et 7/7. Il enverra des alertes urgentes en cas de changement. Et si une fraude se produit, ils dépenseront jusqu'à 1 million de dollars pour y remédier. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur HomeTitleLock.com et utilisez le code Candice. Encore une fois, il s'agit de HomeTitleLock.com, code promo Candice. Candace. Alors, les gars, à quoi pensez-vous aujourd'hui? Allons voir ça. Le premier commentaire que nous avons reçu est celui d'Evan. Evan écrit « Veuillez vous pencher sur Black Cube, la société privée israélienne de renseignement, composée d'anciens agents du Mossad qui sont liés à Epstein et à son programme de compensation des victimes d'Epstein pour faire taire les filles. Le Black Cube est aussi une secte satanique. » C'est très drôle que tu en parles, car nous étions justement en train de discuter du Black Cube. Mon équipe et moi en parlions justement il y a environ 1 heure, car en lisant les documents de Xavier sur Epstein, le Black Cube est revenu sur le tapis. Nous en discutions parce que, en fait, Ehud Barak, l'ancien premier ministre d'Israël qui se rendait souvent chez Jeffrey Epstein à New York, a convaincu Harvey Weinstein d'utiliser le Black Cube. Et donc je disais à mon équipe, pourquoi diable un premier ministre dirait-il à Harvey Weinstein qui utilisait pour la sécurité, à moins qu'il ne veuille mener des opérations, qu'il ne veuille suivre Harvey Weinstein? Qui sait ce que cela signifie, mais c'est littéralement ressorti. Et cela reviendra dans cette série sur Epstein. Richard écrit « Candice, vas-tu inviter le docteur Taylor Marshall pour parler du règne social du Christ roi? » Oui, en fait, nous parlions justement de collaborer la semaine dernière. Je dois juste trouver une date à mettre sur le calendrier. On a beaucoup de choses en cours avec moi qui essayent de lancer cette série. Aussi, évidemment, mon petit Roman n'a encore que 11 semaines. Donc, mais nous allons absolument trouver un moment pour ça parce que c'est une conversation vraiment importante. C'est son tour. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce ton nom. Merci de transmettre ceci à la défense juridique de Xavier Poussard. Il mérite plus de fans que tout Hollywood réuni. Beaucoup d'amour d'Allemagne à vous deux. J'adore le livre. Continuez votre excellent travail. Merci pour votre soutien. Cosmic Curtain écrit « Nick Adams, troll pro-Israël, a été nommé ambassadeur de Malaisie, une nation musulmane pro-Palestine très pacifique. Il a été nommé le même jour où l'ancien premier ministre a tenu des propos anti-israéliens. Veuillez enquêter là-dessus, s'il vous plaît. Les chercheurs ajoutent une note ici. Ils ont ici l'article de The Independent, qui dit que les Malaisiens exhortent le gouvernement à rejeter le sioniste Nick Adams comme ambassadeur des États-Unis. Envoyé. Donc apparemment, il se passe quelque chose là-bas. Et oui, tout ce cabinet est rempli de sionistes. Même certains sionistes que Trump, vous savez, vient de gracier, comme Charles Kushner, qui est l'ambassadeur de tous les endroits en France. La France semble être un endroit très important. Un endroit très important. Enfin, Brooke écrit que l'assassin de Trump figurait dans une publicité de BlackRock. Veuillez regarder. Ils sont tous des marionnettes. Je me demande si ce gamin faisait partie du programme MKUltra. Oui, je crois que ses 2 parents étaient des thérapeutes comportementaux. Il vient d'une lignée de personnes qui sont dans l'armée. Vous associez la thérapie avec l'armée. Et j'en viens tout de suite à MKUltra aussi, évidemment. Le programme MKUltra qui, je le crois, existe toujours, évidemment, parce qu'ils ont besoin de faire porter la responsabilité de certains événements à certaines personnes. Nous avons parlé d'un assassinat de RFK. Oui, je vais dire que tu as probablement raison à ce sujet. Mais il semble tout de même étrange que Trump soit prêt à passer à autre chose. Bref, les gars, l'interview de Michael Jones, je n'avais pas réalisé que nous l'avions mise derrière un paywall. Et maintenant, je la rends accessible à tous. Donc, si vous allez sur canizons.com, vous pouvez écouter cette conversation que nous avons eue à propos de la pornographie. C'est une très bonne conversation. Vous pouvez voir qu'il écrit « La pornographie est l'extinction de la pensée ». Et il est convaincu, tout comme moi, que c'est une arme qui a été délibérément lancée dans le but d'asservir l'humanité. Vous n'allez pas le croire, mais l'histoire de la pornographie moderne commence avec la France. Son livre qu'il a écrit parle de la France. Il parle du marquis de Sade. Et oui, c'est une conversation vraiment, vraiment intéressante que nous avons eue. Définitivement controversée, mais la controverse, je pense pas, c'est un peu ce que nous faisons ici. Donc, c'est tout à fait normal. Bref, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez aller sur CandiceOwens.com pour nous soutenir. Vous pouvez acheter des produits dérivés. Vous pouvez vous inscrire à la série Shot in the Dark. Vous pouvez tout simplement dire « Je vais m'abonner à Candice Owens pour 1 an parce que je suis d'accord et j'apprécie le travail qu'elle fait ainsi que les recherches qu'elle mène. Si vous ne pouvez pas le faire en ce moment, je comprends tout à fait. Je serai là quoi qu'il arrive demain.